Il y a des instants où une existence ne se fracasse pas dans un éclat spectaculaire mais se délite avec une lenteur implacable, sous le poids cumulé des mensonges révélés et des vérités devenues irréversibles. Pour Ian Cross, cette journée marque précisément ce point de non-retour. En quelques heures seulement, il passe du statut d'officier respecté à celui d'homme officiellement mis en examen pour homicide et entrave à l'enquête, une qualification pénale dont la froideur administrative contraste violemment avec le tumulte intérieur qui l'habite. Lorsque la décision lui est notifiée, Ian n'oppose ni colère ni indignation théâtrale. Il écoute, encaisse, mesure l'ampleur de ce qui vient d'être acté. Les mots prononcés par Cécile Alphand s'enchaînent avec rigueur, les charges retenues, les éléments du dossier, les obligations qui découlent de cette mise en examen. Le ton est neutre, professionnel, presque clinique, comme si l'institution judiciaire se devait d'effacer toute trace d'émotion pour ne laisser subsister que la structure des faits. Ian maintient qu'il n'a pas tué Lucie, qu'il tenait à elle et qu'il n'aurait jamais voulu lui faire du mal, mais cette affirmation, répétée sans éclat, ressemble davantage à une tentative de préserver un fragment d'honneur qu'à une défense combative. S'il échappe à la détention préventive, ce répit n'a rien d'un soulagement véritable, car il est immédiatement placé sous contrôle judiciaire strict, avec l'obligation de pointer quotidiennement au commissariat et l'interdiction formelle d'entrer en contact avec les témoins de l'affaire. Parmi ces témoins figure Johanna, et c'est ce détail précis qui fissure réellement la carapace de Ian, car au-delà de la procédure, il comprend qu'il lui est désormais interdit d'exister dans l'espace intime de celle qui fut sa femme. Avant que cette interdiction ne prenne toute sa portée concrète, Ian tente pourtant un dernier geste, comme si l'urgence de la situation justifiait une transgression minimale. Au moment même où son monde professionnel se désagrège, celui de Johanna vacille d'une manière plus silencieuse mais tout aussi radicale. Au cabinet, Johanna continue d'avancer mécaniquement, répondant aux sollicitations, classant les dossiers, organisant les urgences, alors même que son équilibre intérieur est profondément altéré. Elle se confie à Margot avec une franchise brutale, reconnaissant qu'elle a vécu aux côtés d'un homme qu'elle ne connaissait pas réellement, et cette prise de conscience n'est pas seulement celle d'une trahison amoureuse mais celle d'un effondrement identitaire. Chaque souvenir récent se teinte d'un doute nouveau, chaque absence prend une signification inquiétante, et l'idée qu'elle ait pu partager son quotidien avec un homme menant une double vie la heurte avec une violence froide. Une pensée s'impose à elle avec une netteté glaçante, si Lucie a été tuée et si Ian est impliqué d'une manière ou d'une autre, rien ne garantissait qu'elle-même n'aurait pas pu devenir une victime collatérale. L'image d'une terrasse transformée en tombe improvisée n'est pas une hyperbole dramatique, mais une projection lucide qui traduit l'ampleur de sa désillusion. Elle réalise qu'elle a peut-être échappé à un danger qu'elle n'avait même pas identifié. Consciente de l'impossibilité morale et professionnelle de poursuivre dans ces conditions, Johanna convoque Muriel dans son bureau et lui annonce, d'une voix maîtrisée mais lourde de sens, que l'amant de Lucie est le lieutenant Ian Cross, précisant sans détour qu'il s'agit de son propre mari. Le silence qui suit est empreint d'une compassion retenue, et Johanna explique qu'elle ne peut pas continuer à gérer cette affaire, qu'elle a décidé de transmettre le dossier à une autre collaboratrice afin de préserver l'intégrité du cabinet et d'éviter tout conflit d'intérêts. Cette décision, qui pourrait apparaître comme un simple ajustement organisationnel, représente en réalité un acte de rupture, une manière de couper le dernier lien professionnel qui la reliait encore indirectement à Ian. Pendant ce temps, la garde à vue de Ian touche à sa fin et Hakim vient lui annoncer qu'il sera déféré devant la juge Alphand. L'échange entre les deux hommes est marqué par une distance nouvelle, presque irréversible. Ian affirme qu'il ne voit aucune raison de mentir, puisqu'il a déjà tout perdu, et cette phrase traduit une forme d'épuisement moral plus qu'un calcul stratégique. Il espère encore qu'Hakim puisse croire en son innocence, mais la réponse qui lui est faite souligne que, désormais, la croyance personnelle importe peu face au poids des éléments réunis par l'enquête. Ce constat scelle la fin d'une complicité professionnelle autrefois évidente et confirme à Ian qu'il se trouve désormais isolé. Parallèlement à cette chute, la vie médiatique suit son cours avec une apparente normalité. Nicolas et Kira se rendent dans le bureau d'Elisabeth Bastide pour réaliser l'interview prévue, et l'atmosphère y est radicalement différente de celle qui entoure l'affaire Cross. Elisabeth incarne la réussite, la maîtrise et l'autorité, répondant avec assurance aux questions sur son parcours et sa vision, tandis que Nicolas laisse transparaître une admiration à peine dissimulée. Séduit par sa personnalité, il lui propose de participer à un podcast consacré aux parcours inspirants d'Occitanie, une proposition qui dépasse le simple cadre journalistique et ouvre la porte à une interaction plus personnelle. Elisabeth, de son côté, traverse une période de jalousie latente envers Clémence, qu'elle soupçonne de susciter l'intérêt d'Alain. Bien qu'elle intente de minimiser la situation et de la rassurer,
Elisabeth rappelle qu'il l'a déjà trompée par le passé, signe que la blessure n'est pas entièrement cicatrisée. Lorsqu'elle envoie finalement un message à Nicolas pour accepter l'invitation au podcast, sa décision s'inscrit dans une logique stratégique, car elle y voit l'opportunité de réveiller la jalousie d'Alain et de lui rappeler qu'elle demeure désirable et convoitée. Ainsi, tandis que Yann s'enfonce dans une procédure judiciaire aux conséquences incalculables et que Johanna amorce une rupture intime irréversible, d'autres dynamiques sentimentales et stratégiques se mettent en place autour d'eux, créant un contraste presque cruel entre la tragédie personnelle d'un homme déchu et la continuité des jeux de pouvoir et de séduction qui animent Montpellier. Pourtant, l'événement le plus violent de cette journée n'a pas encore eu lieu, car il se cristallisera dans un appel téléphonique qui transformera définitivement une trahison en rupture absolue. À mesure que la procédure judiciaire suit son cours implacable, la fracture intime entre Yann et Johanna devient irréversible, non pas dans l'éclat d'une confrontation spectaculaire, mais dans la lenteur d'une désillusion qui ne laisse plus aucune place au doute. Yann, désormais placé sous contrôle judiciaire strict, comprend que chaque obligation imposée par la justice est aussi une confirmation de sa chute morale et sociale, mais ce qui le ronge réellement n'est ni l'humiliation publique ni la perspective d'un procès, c'est la certitude d'avoir définitivement perdu Johanna. Lorsque l'interdiction de contact avec les témoins est évoquée, le nom de Johanna prend une dimension presque irréelle dans son esprit. Elle n'est plus seulement son épouse, elle devient une entité juridique, un témoin protégé, un nom inscrit dans un dossier dont il ne maîtrise plus rien. Cette transformation administrative de l'intime agit comme un coup de grâce silencieux. Pourtant, dans un élan désespéré qui tient davantage du réflexe que de la stratégie, Yann compose son numéro avant que la distance ne soit totalement consommée par la loi. De son côté, Johanna se trouve encore au cabinet lorsque son téléphone vibre. Elle hésite un instant avant de répondre, consciente que ce simple geste pourrait être interprété comme une faiblesse, mais poussée par le besoin d'entendre une explication, même tardive, même inutile. La voix de Yann, lorsqu'elle se fait entendre, n'a plus rien de l'assurance qu'elle lui connaissait. Il s'excuse, affirme qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal, et tente de rappeler les sentiments qui les ont unis, comme si l'évocation de l'amour pouvait encore réparer ce qui a été irrémédiablement brisé. Johanna écoute sans l'interrompre, mais à mesure que les mots s'enchaînent, elle réalise que ce qu'elle entend n'est pas une réparation, seulement une tentative de limiter les dégâts. Lorsqu'il prononce qu'il l'aime, cette déclaration ne provoque ni émotion ni hésitation, seulement une forme de lucidité brutale. Elle comprend que l'amour invoqué arrive trop tard, qu'il ne peut effacer ni la trahison ni le mensonge, et encore moins le soupçon d'un crime. Sa réponse n'est pas un éclat de colère théâtrale, mais une sentence froide, presque définitive, par laquelle elle affirme qu'il n'existe plus pour elle et qu'il n'est plus qu'une erreur qu'elle regrette d'avoir partagée. Après avoir raccroché, le silence qui s'installe autour d'elle est plus lourd que n'importe quelle dispute. Ce n'est pas la colère qui domine, mais un mélange de dégoût et de soulagement, comme si mettre fin à cette conversation équivalait à se libérer d'un poids invisible. Dans un geste qui condense toute la symbolique de leur union, elle retire son alliance, la contemple un instant, puis la jette à la poubelle. Ce mouvement, simple en apparence, marque la rupture définitive entre ce qu'elle croyait être sa vie et ce qu'elle découvre aujourd'hui. Yann, à l'autre bout de la ligne désormais muette, reste figé quelques secondes avant de laisser la détresse l'envahir. Les larmes qu'il retient depuis des heures finissent par couler, non pas tant à cause de la mise en examen que de la certitude d'avoir perdu la seule personne dont l'opinion comptait encore réellement pour lui. Il comprend que la justice pourra peut-être un jour statuer sur son innocence ou sa culpabilité, mais que le verdict prononcé par Johanna est déjà irrévocable. Pendant que cette rupture se cristallise, la vie autour d'eux continue d'avancer selon d'autres dynamiques. À la colocation, Hakim vient partager un déjeuner avec Bilal, Élise et Ulysse, tentant de s'accorder un moment de normalité dans une enquête qui a bouleversé son quotidien. Lorsque la discussion s'oriente vers la culpabilité potentielle de Yann, les avis se confrontent avec une tension contenue. Élise, particulièrement investie, ne cache pas ses doutes et ses convictions, mais Hakim, visiblement épuisé par la pression, met fin au débat avec une fermeté inhabituelle, exprimant son besoin de ne plus disséquer l'affaire, au moins pour quelques heures. Ce refus de prolonger la discussion n'est pas seulement une question de fatigue, il traduit la complexité de sa position. Hakim se trouve pris entre la loyauté professionnelle, l'amitié passée et l'exigence de neutralité que lui impose son rôle. Il sait que croire ou ne pas croire Yann n'a plus d'incidence sur le déroulement de la procédure, et cette impuissance face au mécanisme judiciaire le place dans une posture inconfortable où toute opinion personnelle devient superflue.
En parallèle, l'écho médiatique de l'affaire commence à circuler. Bernier lit attentivement la presse relatant les révélations concernant Yann, et loin d'être surpris ou indigné, il adopte une posture calculatrice. En évoquant avec Catherine un détail qu'il lui resterait à régler pour que l'affaire puisse être effacée comme si elle n'avait jamais existé, il laisse entendre qu'au-delà de la chute d'un homme, d'autres intérêts sont en jeu, d'autres enjeux plus souterrains qui dépassent la simple dimension judiciaire. Cette déclaration, apparemment anodine, ouvre la perspective d'une manipulation plus vaste, où la vérité pourrait être modelée, atténuée ou orientée selon des stratégies encore invisibles. Alors que Yann se noie dans les conséquences immédiates de ses actes et que Johanna tente de reconstruire un semblant de stabilité, certains acteurs évoluent déjà dans l'ombre, cherchant à contrôler les retombées d'un scandale qui menace d'éclabousser bien au-delà du couple brisé. Ainsi, la journée qui a commencé par une décision judiciaire se termine par une rupture intime et par la mise en mouvement de forces plus discrètes mais tout aussi déterminantes. Si Yann a perdu son statut et son mariage en quelques heures, il est encore loin d'imaginer que d'autres décisions, prises en coulisses, pourraient influencer le cours de son destin, et que le drame qui s'est joué au téléphone n'est peut-être qu'un prélude à une tempête plus vaste. Après avoir jeté son alliance, Johanna ne ressent ni explosion cathartique ni soulagement spectaculaire, mais une forme de vide structuré, presque méthodique, comme si son esprit avait décidé de compartimenter la douleur afin de ne pas s'effondrer complètement. Le geste, pourtant radical, ne suffit pas à effacer les années partagées, les souvenirs incrustés dans chaque recoin de son quotidien, ni la violence de la découverte récente. Elle reste immobile quelques instants devant la poubelle où repose désormais l'anneau, consciente que ce petit cercle d'or contenait tout un projet de vie qui vient d'être annulé. Au cabinet, elle tente de reprendre le contrôle en s'immergeant dans le travail, mais chaque document relatif à l'affaire Lucie agit comme une réminiscence intrusive. Elle ne peut s'empêcher d'imaginer les rencontres secrètes, les messages échangés, les absences inexpliquées qui, à l'époque, lui semblaient anodines. Cette relecture constante du passé transforme ses souvenirs en preuve à charge, et elle mesure à quel point elle a été maintenue dans l'ignorance. L'humiliation ne provient pas seulement de la trahison amoureuse, mais du sentiment d'avoir été manipulée dans sa propre maison. Margot observe cette tension silencieuse et perçoit que la solidité apparente de Johanna tient davantage de la discipline professionnelle que d'une réelle résilience. Pourtant, Johanna refuse toute posture victimaire. Elle ne cherche ni consolation excessive ni indignation partagée. Ce qu'elle veut, c'est se détacher, reconstruire une frontière nette entre elle et l'homme qu'elle a épousé. Elle comprend que la seule manière de survivre à cette tempête consiste à rationaliser la situation, à traiter Yann non plus comme un mari, mais comme un individu impliqué dans une procédure judiciaire dont elle ne veut plus être la périphérie affective. Pendant ce temps, Yann traverse une solitude plus brutale encore. Le contrôle judiciaire l'oblige à se confronter quotidiennement à la réalité de sa mise en examen, et chaque passage au commissariat agit comme un rappel humiliant de sa nouvelle condition. L'uniforme qu'il portait avec assurance devient un symbole ironique d'une autorité qu'il n'exerce plus. Ses collègues évitent son regard ou adoptent une neutralité distante, et cette mise à l'écart implicite confirme que son statut a changé de manière irréversible. La détresse qui l'envahit après l'appel avec Johanna ne s'est pas dissipée. Elle s'est transformée en une angoisse sourde, nourrie par la conscience que ses explications, même sincères, ne peuvent plus convaincre. Il continue d'affirmer qu'il n'a pas tué Lucie, mais il réalise que la liaison qu'il a entretenue fragilise toute tentative de défense. Chaque émotion exprimée peut être interprétée comme une manipulation, chaque silence comme un aveu implicite. Cette ambiguïté permanente l'enferme dans une position où il ne maîtrise plus ni le récit ni l'image de lui-même. En parallèle, l'univers d'Elisabeth Bastide se déploie dans un registre différent, mais tout aussi stratégique. L'interview accordée à Nicolas agit comme un révélateur subtil des rapports de séduction et de pouvoir. Nicolas, visiblement sous le charme, multiplie les compliments et les regards appuyés, et Elisabeth, loin d'être dupe, capte cette admiration avec une précision calculée. Elle sait que son image publique peut devenir un levier intime, et lorsqu'elle accepte de participer au podcast, elle le fait autant pour nourrir son influence médiatique que pour provoquer une réaction chez Alain. La jalousie qu'elle éprouve à l'égard de Clémence n'est pas une simple insécurité passagère, mais la réactivation d'une blessure ancienne. Alain a déjà trahi sa confiance par le passé, et même s'il minimise aujourd'hui la proximité avec Clémence, Elisabeth perçoit chaque détail comme un indice potentiel. En acceptant l'invitation de Nicolas, elle met en scène sa propre désirabilité, transformant une opportunité professionnelle en arme émotionnelle. Ce jeu subtil de tension conjugale contraste avec le drame frontal vécu par Johanna,
mais il révèle que, dans d'autres sphères, les relations reposent elles aussi sur des équilibres fragiles. À la colocation, les discussions autour de l'affaire continuent d'alimenter les interrogations. Élise, convaincue que les éléments accumulés contre Yann ne sont pas anodins, adopte une posture ferme, tandis que Bilal et Ulysse oscillent entre prudence et perplexité. Hakim, quant à lui, demeure enfermé dans une neutralité tendue, conscient que toute prise de position personnelle pourrait altérer son jugement professionnel. Cette pluralité de réactions illustre l'impact de l'affaire au-delà du cercle intime du couple, montrant que la chute d'un homme entraîne une onde de choc collective. Bernier, de son côté, avance dans l'ombre avec une sérénité troublante. La lecture des articles relatant la mise en examen de Yann ne suscite chez lui ni empathie ni indignation, mais une réflexion méthodique. Lorsqu'il évoque avec Catherine le détail qu'il lui reste à régler pour effacer toute trace de l'affaire, il laisse entendre que la vérité officielle peut être modulée, que certains fils peuvent être tirés pour orienter les conséquences d'un scandale. Cette posture suggère que l'affaire dépasse la simple responsabilité individuelle et s'inscrit peut-être dans un réseau d'intérêts plus vaste. Ainsi, alors que Johanna tente de reconstruire son intégrité en rompant symboliquement avec Yann et que ce dernier s'enfonce dans l'isolement judiciaire et émotionnel, d'autres dynamiques se mettent en place en périphérie, redéfinissant les alliances, les tensions et les stratégies. La rupture du couple n'est plus seulement un drame intime, elle devient un point de convergence entre justice, pouvoir médiatique et manipulation en coulisses. Et dans cette configuration mouvante, une question demeure suspendue. Si Yann affirme son innocence avec Constance, qui, au-delà de lui, aurait intérêt à contrôler l'issue de cette affaire et à faire disparaître certains éléments? La réponse, encore invisible, pourrait bien transformer ce qui apparaît aujourd'hui comme la chute d'un homme en une mécanique bien plus complexe. Le contrôle judiciaire impose à Yann un rythme nouveau, artificiel, qui structure désormais ses journées autour d'une obligation humiliante. Se présenter chaque jour au commissariat, signer, prouver qu'il ne fuit pas, qu'il reste à disposition de la justice. Ce rituel, apparemment administratif, agit en réalité comme une lente dégradation symbolique. Lui qui incarnait l'autorité se retrouve à la place de celui que l'on surveille. Chaque signature apposée sur le registre devient une confirmation silencieuse de sa chute. Dans les couloirs du commissariat, les regards ont changé. Certains collègues détournent les yeux, d'autres adoptent une neutralité excessive, comme si toute interaction pouvait être interprétée comme un parti pris. Yann ressent cette distance sans qu'aucun mot ne soit prononcé. L'isolement ne vient pas d'une mise à l'écart officielle, mais d'un déplacement imperceptible des attitudes. Il comprend qu'il est devenu un sujet dont on parle à voix basse, une affaire plus qu'un homme. Chez lui, le silence est plus oppressant encore. L'absence de Johanna ne se traduit pas par des objets déplacés ou des cris, mais par une sensation d'espace vide. Chaque pièce lui rappelle une normalité désormais inaccessible. La cuisine où il partageait des conversations ordinaires, le salon où il s'installait en fin de journée, tout est devenu décor d'une vie qui n'existe plus. L'interdiction de contact agit comme une frontière juridique, mais la rupture affective est déjà totale. Il repense à leur appel, à la froideur de la réponse de Johanna, à cette phrase qu'il a réduit à néant. Il n'existe plus pour elle. Cette formulation le hante davantage que la qualification pénale. Il peut encore espérer convaincre un juge, plaider son innocence, démonter des accusations. Mais comment plaider face à une femme qui a déjà prononcé son verdict intime? Pendant ce temps, Johanna avance avec une rigueur presque chirurgicale. Elle a pris la décision de ne plus laisser la moindre place à l'ambiguïté. Le retrait de son alliance n'était pas un geste impulsif, mais l'aboutissement d'une prise de conscience. Elle refuse désormais de considérer Yann comme un homme égaré ou fragile, elle le voit comme quelqu'un qui a menti, manipulé, et potentiellement détruit une autre vie. Au cabinet, elle se concentre sur ses dossiers avec une intensité redoublée, comme si la précision professionnelle pouvait compenser le chaos intime. En transmettant le dossier Lucie à une autre collaboratrice, elle a posé un acte fondateur, elle a cessé d'être la femme de Yann pour redevenir uniquement l'avocate. Ce repositionnement est vital pour elle. Il lui permet de reconstruire une identité distincte de celle qu'elle partageait avec lui. Margot observe cette métamorphose avec une inquiétude discrète. La solidité de Johanna semble presque excessive, comme si l'émotion avait été contenue au point de se transformer en froide détermination. Pourtant, derrière cette maîtrise, il y a une fatigue immense. Les nuits sont plus longues, le sommeil plus léger. Elle revoit les signes qu'elle n'a pas su interpréter, les absences qu'elle a excusées, les incohérences qu'elle a ignorées. Cette auto-analyse permanente ne vise pas à se culpabiliser, mais à comprendre comment elle a pu être maintenue dans l'illusion.
La pensée qui la trouble le plus reste celle qu'elle a confiée à Margot, elle aurait pu finir enterrée sur la terrasse. Cette projection n'est pas une dramatisation, mais une hypothèse rationnelle qui découle des faits. Si Lucie a été tuée, si Yann était impliqué dans une relation secrète, alors la frontière entre mensonge et danger n'était peut-être pas si étanche. Cette lucidité douloureuse l'empêche toute indulgence. À l'extérieur, l'affaire continue d'alimenter les conversations. À la colocation, Élise persiste dans ses analyses, convaincue que les éléments contre Yann sont suffisamment lourds pour écarter l'hypothèse d'un simple malentendu. Bilal et Ulysse tentent de nuancer, évoquant la complexité des enquêtes, la possibilité d'erreurs d'interprétation. Mais Hakim reste fermé, presque tendu. Il refuse d'alimenter un débat qui l'oblige à choisir entre son ancienne loyauté et son devoir professionnel. Ce silence d'Hakim est révélateur. Il ne défend pas Yann, mais il ne l'accuse pas non plus. Il s'en tient aux faits, rappelant implicitement que la justice tranchera. Pourtant, au fond de lui, la fracture est réelle. L'homme avec qui il a travaillé, partagé des missions, discuté de stratégie, est désormais au centre d'un dossier criminel. Cette transformation brutale l'oblige à reconsidérer chaque souvenir commun. Dans un autre registre, Elisabeth poursuit sa propre stratégie. L'acceptation du podcast n'est pas anodine. Elle se prépare à apparaître publiquement, à raconter son parcours, à exposer son image d'entrepreneuse accomplie. Mais derrière cette façade professionnelle se cache une intention plus intime, provoquer une réaction chez Alain. Elle observe ses moindres réactions, cherche un signe de jalousie, une crispation, une inquiétude. Alain, de son côté, tente de rassurer, affirmant que Clémence ne représente aucune menace, que la jalousie d'Elisabeth relève d'une interprétation excessive. Mais Elisabeth n'oublie pas les blessures passées. Elle sait que la confiance, une fois entamée, ne se répare jamais totalement. En acceptant l'attention de Nicolas, elle joue sur un terrain qu'elle maîtrise parfaitement, celui de la mise en scène du pouvoir et du désir. Pendant que ces jeux d'influence se déploient, Bernier continue d'évoluer en arrière-plan avec une tranquillité inquiétante. Sa remarque à Catherine concernant le détail qu'il lui reste à régler n'est pas une simple bravade. Elle laisse entendre qu'il existe encore des éléments à ajuster, des traces à effacer, des récits à orienter. Dans cette affaire, tout ne semble pas reposer uniquement sur la culpabilité ou l'innocence de Yann. Il y a peut-être des intérêts plus vastes, des équilibres à préserver. Ainsi, la solitude de Yann sous contrôle judiciaire contraste avec l'activité stratégique qui s'organise autour de lui. Il est au centre du scandale, mais il ne contrôle plus rien. Johanna, quant à elle, refuse désormais toute ambiguïté et s'engage dans une reconstruction froide, presque implacable. L'amour a laissé place à une frontière nette, et chaque jour qui passe rend le retour en arrière plus improbable. La question qui se dessine progressivement n'est plus seulement celle de la culpabilité pénale, mais celle des conséquences irréversibles. Même si Yann parvenait à prouver qu'il n'a pas tué Lucie, pourrait-il encore réparer la confiance détruite? Et si d'autres forces manipulent l'issue de l'affaire, à quel point la vérité est-elle encore accessible? À mesure que l'affaire s'installe dans le paysage médiatique et judiciaire, elle cesse d'être uniquement l'histoire d'un homme accusé d'homicide pour devenir un terrain d'influence et de repositionnement discret. Si Yann Cross est officiellement au centre du dossier, il n'en maîtrise plus ni la narration ni les conséquences, tandis que d'autres, en périphérie, évaluent froidement les opportunités et les risques que représente ce scandale. Bernier, en particulier, observe la situation avec une distance calculée qui contraste violemment avec la détresse visible de Yann. En lisant les articles relatant la mise en examen du lieutenant, il ne réagit ni avec indignation ni avec surprise, il analyse. Chaque mot publié, chaque formulation journalistique devient pour lui un indicateur de la direction que prend l'opinion publique. Il sait qu'une affaire pénale ne se joue pas uniquement devant un juge, mais aussi dans l'espace symbolique où se construit la réputation des uns et des autres. Lorsqu'il évoque auprès de Catherine ce « détail » qu'il lui resterait à régler pour que l'affaire puisse être effacée comme si elle n'avait jamais existé, il ne parle pas de justice, mais de contrôle. Cette phrase, en apparence anodine, suggère l'existence d'un levier encore dissimulé, d'un élément susceptible d'influencer la trajectoire du dossier. Il ne précise ni la nature de ce détail ni la manière dont il compte l'utiliser, mais le ton employé laisse entendre qu'il considère la situation comme une mécanique que l'on peut ajuster. Catherine, habituée aux jeux d'alliance et aux rivalités feutrées, perçoit dans ses propos une promesse autant qu'une menace. Elle comprend que l'affaire Cross peut servir d'écran, détourner l'attention, redessiner certains rapports de force. Dans un univers où la réputation et l'influence comptent autant que les décisions judiciaires,
Un scandale peut être instrumentalisé, orienté, voire étouffé si les intérêts convergent. Pendant que ces calculs s'élaborent, Ian continue d'évoluer dans une temporalité beaucoup plus concrète et oppressante. Chaque jour de pointage au commissariat renforce son statut d'accusé. Les journalistes commencent à s'intéresser à son parcours, à son implication dans d'anciennes affaires, à sa relation avec Lucy. La liaison, qu'il ne peut plus nier, devient un angle d'attaque idéal pour nourrir les soupçons. Aux yeux du public, l'infidélité affaiblit toute présomption d'innocence. Ce glissement de l'intime vers le spectaculaire l'atteint profondément. Il ne s'agit plus seulement de répondre à des questions judiciaires, mais de voir sa vie disséquée, simplifiée, réduite à une narration où il tient le rôle du coupable probable. Il répète qu'il n'a pas tué Lucy, qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal, mais il sent que ses mots perdent de leur poids face à l'accumulation des éléments à charge. La solitude devient plus dense encore lorsqu'il réalise que l'interdiction de contact avec les témoins ne pourra être contournée. Il ne peut ni expliquer ni implorer. Johanna, désormais, n'est plus seulement une femme blessée, elle est une pièce du dossier. Cette transformation juridique de leur relation l'oblige à reconnaître que la rupture n'est pas seulement affective, elle est institutionnalisée. De son côté, Johanna perçoit progressivement que l'affaire dépasse son cadre personnel. Les retombées médiatiques, les commentaires, les regards appuyés dans les couloirs du palais de justice créent une pression supplémentaire. Elle refuse pourtant de se laisser définir par la chute de son mari. En choisissant de transmettre le dossier Lucy à une autre collaboratrice, elle a protégé sa déontologie, mais elle protège surtout son indépendance. Elle comprend qu'il lui faut désormais reconstruire une crédibilité qui ne soit entachée par aucune ambiguïté. Chaque décision, chaque prise de parole doit être irréprochable. Cette exigence permanente la fatigue, mais elle la renforce aussi. Là où Ian subit les événements, elle choisit de structurer les siens. Dans l'entourage professionnel, les positions se fichent peu à peu. Certains considèrent que la mise en examen repose sur des éléments suffisamment solides pour écarter l'hypothèse d'une erreur judiciaire. D'autres, plus prudents, rappellent que la présomption d'innocence demeure un principe fondamental. Mais ces débats théoriques ne changent rien à la réalité. Ian est désormais associé à un homicide. Elizabeth, quant à elle, observe l'évolution de l'affaire avec l'œil d'une stratège. Elle sait que les scandales ont un pouvoir d'attraction médiatique puissant, capable de détourner l'attention d'autres tensions plus discrètes. En acceptant le podcast de Nicolas, elle consolide sa visibilité publique, renforce son image de femme forte et inspirante, tout en jouant subtilement sur la jalousie d'Alain. Ce mouvement, apparemment extérieur à l'affaire Cross, participe en réalité d'un rééquilibrage plus large des influences. Alain, de son côté, tente de maintenir une posture rassurante, minimisant la portée des soupçons d'Elisabeth envers Clémence. Mais il perçoit que l'acceptation du podcast n'est pas anodine. Derrière l'apparente normalité des échanges, une compétition silencieuse s'installe, où chacun cherche à mesurer son pouvoir d'attraction et d'influence. Ainsi, l'affaire Cross agit comme un révélateur transversal. Elle expose la fragilité des couples, la porosité entre vie privée et sphère publique, et la capacité de certains acteurs à transformer un drame en opportunité stratégique. Ian, pris dans l'engrenage judiciaire, ne voit encore que sa propre chute. Mais autour de lui, des forces plus froides, plus calculatrices, s'organisent déjà. La question qui s'impose alors n'est plus uniquement celle de la vérité judiciaire, mais celle du récit dominant. Qui contrôlera l'histoire? Qui décidera de ce qui restera dans les mémoires et de ce qui sera effacé? Si Bernier affirme qu'il peut faire disparaître les traces, cela signifie qu'il existe des zones d'ombre encore inexploitées, des éléments susceptibles de redéfinir l'issue. Pendant ce temps, Johanna continue d'avancer, déterminée à ne pas laisser cette affaire dévorer son identité. Ian, lui, s'enfonce dans une attente lourde d'incertitude, conscient que chaque jour qui passe rend la reconquête de son honneur plus improbable. Et dans cette tension croissante entre justice officielle, stratégie en coulisses et ruptures irréversibles, l'équilibre demeure précaire, suspendu à un détail que certains prétendent pouvoir maîtriser. Plus les jours passent, plus Ian ressent que le contrôle judiciaire ne constitue pas seulement une mesure procédurale, mais une lente désintégration de ce qu'il croyait être son identité. Chaque obligation quotidienne agit comme une répétition imposée de sa condition d'accusé. Il ne se rend plus au commissariat en tant que lieutenant, mais en tant qu'homme surveillé. Cette inversion de statut le fragilise profondément, car elle l'oblige à admettre que l'autorité qu'il exerçait reposait aussi sur une image désormais ternie. Il continue d'affirmer qu'il n'a pas tué Lucy, mais ses certitudes se heurtent à une réalité plus complexe. Il comprend que sa liaison suffit à nourrir les soupçons.
L'opinion publique ne distingue pas l'infidélité du crime, elle amalgame. Dans l'imaginaire collectif, l'amant devient suspect par essence. Yan découvre avec amertume que la vérité judiciaire ne se construit pas seulement sur des faits, mais aussi sur des perceptions. La solitude devient son principal interlocuteur. Il repense aux derniers instants partagés avec Lucie, aux promesses qu'il n'aurait jamais dû faire, au silence qu'il aurait dû briser. Il ne nie plus ses erreurs sentimentales, mais il refuse de porter la responsabilité d'un homicide qu'il assure ne pas avoir commis. Pourtant, l'accumulation des éléments à charge l'oblige à envisager une hypothèse qu'il repousse encore. Et si quelqu'un utilisait précisément cette liaison pour orienter l'enquête? Cette question le hante, d'autant plus que la remarque de Bernier, rapportée indirectement, laisse planer un doute sur l'existence de forces agissant en arrière-plan. L'idée qu'un « détail » puisse effacer les traces de l'affaire suggère qu'il existe des zones d'ombre que lui-même ne perçoit pas encore. Yan comprend qu'il n'est peut-être pas seulement un suspect, mais aussi un maillon d'un jeu plus vaste. Pendant ce temps, Johanna poursuit sa reconstruction avec une discipline presque austère. Elle a décidé de ne plus laisser l'émotion guider ses choix. L'image de l'alliance jetée à la poubelle revient parfois dans son esprit, non comme un regret, mais comme un symbole nécessaire. Elle sait que revenir en arrière signifierait accepter le mensonge comme mode de fonctionnement. Or, ce qu'elle rejette le plus n'est pas seulement l'infidélité, mais la manipulation. Les nuits restent difficiles. Elle se surprend à analyser chaque détail de leur vie commune, cherchant le moment précis où la fracture s'est creusée. Cette introspection n'a rien de sentimental, elle est méthodique, presque juridique. Elle examine les faits comme elle examinerait un dossier, tentant d'établir une chronologie des mensonges. Ce travail intérieur lui permet de reprendre le contrôle, même si la douleur demeure. Au cabinet, sa détermination impressionne autant qu'elle inquiète. Elle refuse toute indulgence à l'égard de Yan, et cette fermeté rassure certains collègues qui redoutaient un conflit d'intérêts. En se détachant publiquement de lui, elle protège non seulement sa réputation, mais aussi la crédibilité du cabinet. Elle comprend que la moindre ambiguïté pourrait être exploitée. Dans l'entourage d'Elisabeth, les tensions évoluent selon une autre logique. L'acceptation du podcast commence à produire l'effet escompté. Alain perçoit le regard admiratif de Nicolas, et même s'il ne l'exprime pas ouvertement, une légère crispation apparaît. Elisabeth, attentive, mesure cette réaction avec satisfaction. Elle ne cherche pas l'aventure, mais le rééquilibrage. Elle veut rappeler qu'elle reste une figure centrale, que son pouvoir d'attraction n'est pas négociable. Cette stratégie subtile contraste avec la brutalité de la situation de Yan. Là où lui subit les conséquences de ses choix, Elisabeth orchestre les siens avec précision. Elle incarne une forme de contrôle que Yan a perdu. Ce contraste souligne la diversité des manières d'affronter la crise, certains s'effondrent, d'autres manœuvrent. Bernier, quant à lui, poursuit son travail discret. Son assurance laisse entendre qu'il dispose encore d'une carte à jouer. Il n'intervient pas publiquement, mais ses propos suggèrent qu'il pourrait influencer le récit dominant de l'affaire. S'il parvient à « régler le détail » qu'il évoque, cela pourrait modifier l'équilibre des responsabilités. La question demeure cependant, agit-il pour protéger quelqu'un, ou pour se protéger lui-même? À mesure que ses forces s'organisent, la pression sur Yan atteint un niveau critique. Il réalise que son avenir ne dépend plus uniquement de la preuve matérielle, mais aussi de la manière dont l'affaire sera interprétée. Il ne peut plus compter sur Johanna pour humaniser son image, ni sur ses collègues pour défendre son intégrité. Il est seul face à un système qui avance sans attendre. La perspective d'un procès devient concrète. Chaque journée de contrôle judiciaire est un pas vers une confrontation officielle avec les faits. Yan tente de rassembler ses souvenirs, d'identifier ce qui pourrait jouer en sa faveur. Mais l'incertitude demeure. Si d'autres acteurs manipulent les coulisses, la vérité qu'il défend risque d'être noyée dans un récit plus puissant. Ainsi, la tension monte progressivement, non pas dans l'éclat d'une révélation soudaine, mais dans l'accumulation d'indices, de stratégies et de ruptures. Johanna s'éloigne irrémédiablement, Elisabeth consolide son influence, Bernier avance masqué, et Yan se retrouve au centre d'un échiquier dont il ne maîtrise plus les règles. La question n'est plus seulement de savoir s'il est coupable ou innocent, mais de déterminer qui, dans cette affaire, possède réellement le pouvoir d'orienter l'issue. Car si un détail peut effacer les traces, alors la vérité elle-même pourrait être négociable. À ce stade, plus rien ne relève du simple dérapage sentimental ou de l'erreur isolée. L'affaire Cross est devenue un point de fracture où se croisent justice, pouvoir, orgueil et désillusion. Ce qui, au départ, n'était qu'une liaison dissimulée a déclenché une mécanique implacable dont personne ne maîtrise désormais totalement la trajectoire.
Yann se trouve au cœur de cette tempête, mais il n'en est plus le pilote. Chaque journée sous contrôle judiciaire agit comme une lente érosion de son identité. Il tente de maintenir une cohérence intérieure en répétant qu'il n'a pas tué Lucie, qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal, mais la répétition finit par sonner creux dans un environnement où les faits paraissent plus lourds que les intentions. Il comprend que son erreur n'a pas seulement détruit son mariage, elle a fourni un mobile potentiel, une fragilité exploitable, une faille que l'enquête peut interpréter à sa guise. La solitude devient plus dense à mesure que l'espoir d'un soutien affectif s'éloigne. Johanna ne reviendra pas en arrière. Il le sait désormais. Son appel n'a pas été une tentative maladroite, mais un dernier pont qu'il espérait encore traverser. La réponse qu'il a reçue a agi comme une sentence définitive. Il n'existe plus pour elle. Ce constat, plus que la mise en examen elle-même, agit comme une condamnation intime. De son côté, Johanna avance avec une détermination presque austère. Elle refuse de se laisser définir par la chute de son mari. En jetant son alliance, elle n'a pas seulement rompu un lien conjugal, elle a affirmé une frontière morale. Elle a choisi de ne plus être la femme d'un homme suspecté d'homicide, mais une avocate indépendante, fidèle à ses principes. Cette décision ne la rend pas insensible. Elle continue de ressentir la violence de la trahison, l'humiliation d'avoir partagé son intimité avec un homme dont elle ignorait la double vie. Mais elle transforme cette douleur en lucidité. La pensée qu'elle aurait pu finir enterrée sur la terrasse ne la quitte pas complètement. Elle ne dramatise pas, elle analyse. Elle comprend que vivre aux côtés d'un homme capable de mentir si longtemps implique un risque qu'elle n'avait pas mesuré. Cette prise de conscience la rend plus dure, plus prudente. Elle ne se permet plus d'ambiguïté. Autour d'eux, les lignes bougent. Elisabeth poursuit sa stratégie avec un sang-froid remarquable. Le podcast devient un outil d'exposition maîtrisé, un moyen de rappeler sa puissance et son attractivité. Alain, malgré ses tentatives de normalisation, perçoit le jeu qui se met en place. La jalousie n'est jamais exprimée frontalement, mais elle circule, subtile, dans les silences et les regards. Elisabeth n'agit pas par caprice, mais par nécessité de rééquilibrage. Elle refuse de subir. Bernier, quant à lui, reste l'élément le plus opaque de cette configuration. Son assurance lorsqu'il évoque le détail qu'il lui reste à régler ne relève pas de la fanfaronnade. Elle laisse entendre qu'il existe encore une marge de manœuvre, une variable susceptible de modifier l'issue du dossier. Cette perspective introduit une incertitude fondamentale. La vérité judiciaire sera-t-elle le simple résultat des faits, ou l'aboutissement d'influences plus discrètes? Si Bernier peut réellement effacer des traces, alors la question de la culpabilité de Yann ne se limite plus à son comportement. Elle s'inscrit dans un réseau d'intérêts où chacun cherche à protéger sa position. Yann devient alors non seulement un suspect, mais un enjeu. À la colocation, les débats persistent, même si Hakim tente de les contenir. Élise demeure convaincue que les éléments à charge ne sont pas anodins. D'autres appellent à la prudence. Mais au fond, tous sentent que l'affaire dépasse la simple dimension factuelle. Elle touche à la confiance, à l'image, à la manière dont un homme peut passer, en quelques heures, du statut d'officier respecté à celui de suspect médiatique. La montée vers l'incertitude finale ne repose pas sur une révélation spectaculaire, mais sur une accumulation de tensions. Yann attend, Johanna se reconstruit, Elisabeth consolide son pouvoir, Bernier ajuste ses calculs. Chacun avance selon sa logique, mais tous sont liés par la même affaire. La question centrale demeure suspendue. Si Yann est innocent, qui a intérêt à l'enfoncer? Et si des éléments peuvent être effacés, que restera-t-il de la vérité? Ce qui est certain, en revanche, c'est que le couple formé par Yann et Johanna appartient désormais au passé. La mise en examen a officialisé la chute professionnelle. L'appel téléphonique a scellé la rupture sentimentale. Le geste de l'alliance jetée à la poubelle a matérialisé la fin. Il ne reste qu'un homme isolé face à une accusation, et une femme déterminée à ne plus jamais être dupe. Et dans l'ombre, un détail encore invisible pourrait faire basculer l'ensemble.